La nuit pesait sur la ville comme une chape de plomb. Les lampadaires clignotaient faiblement, projetant des halos tremblants sur les trottoirs humides. Au loin, un grondement sourd annonçait la colère du ciel. Esther marchait vite, tenant contre elle deux petits corps frêles enveloppés dans un vieux pagne usé. Ses bras tremblaient. Était-ce le froid? Ou la peur? Peut-être un mélange des deux. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle vivait dans une chambre sans fenêtre, dans un quartier où même les chiens errants évitaient de rôder trop longtemps. Les jumelles, à peine âgées de quelques semaines, dormaient paisiblement. L'une d'elles poussa un léger gémissement. Esther ne baissa pas les yeux. Elle serrait les dents. Son visage était fermé, durci par les années de souffrance, de solitude, et de décisions douloureuses. Elle se répétait, « Je n'ai pas le choix. Elle m'empêche de vivre. Elle m'empêche de respirer. » Esther avait 27 ans, mais les rides précoces creusaient déjà son front. Sa jeunesse s'était envolée avec les promesses de l'homme qui l'avait abandonnée dès qu'il avait su qu'elle portait de vie en elle. Elle passa devant une église. Une lumière faible filtrait par la porte entr'ouverte. Des voix chantaient faiblement un cantique. Elle s'arrêta une fraction de seconde. Une part d'elle voulait entrer, tendre les bras, crier. Mais une autre part plus forte, plus brisée, l'empêcha de bouger. Elle serra les dents et continua. Un éclair éclata au-dessus d'elle, suivi d'un tonnerre brutal. La pluie n'allait pas tarder. Ses sandales glissaient sur l'asphalte, ses jambes la suppliaient d'abandonner. Mais elle continuait à marcher, jusqu'à atteindre une rue isolée, bordée de vieux portails métalliques. Son regard balaya l'espace. Là, à sa droite, une grande poubelle verte, entre 2 portails rouillés. Elle s'approcha, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle souleva lentement le couvercle. Une odeur fétide l'assaillit. Elle eut un haut le cœur. « Fais-le vite, fais-le vite. » D'une main tremblante, elle ouvrit le pagne. Les 2 visages endormis, innocents, lui apparurent. Une larme coula, mais elle l'effaça rageusement du revers de sa manche. Elle les déposa dans le fond du container, sur un vieux sac plastique. Le tonnerre gronda à nouveau. Elle referma le couvercle, tourna les talons, et s'enfuit. Elle courut jusqu'à l'arrêt de bus. Le véhicule arriva presque aussitôt, comme si le destin lui faisait un dernier cadeau. Elle monta, s'assit au fond, ferma les yeux. Un sourire effleura ses lèvres. C'est fini. Je suis libre maintenant. La pluie éclata soudain, comme si le ciel lui-même pleurait la cruauté du geste d'Esther. De lourdes gouttes martelaient les toits, frappaient l'asphalte, ruisselaient le long des caniveaux en furie. Mais au fond de la poubelle, le silence régnait encore. Les 2 petites filles, bercées par l'odeur d'ordures et la rudesse du plastique sous leur peau, dormaient toujours. Un chat efflanqué s'approcha, grimpa sur le rebord du container, renifla, puis s'éloigna en miaulant. Puis, un gémissement. La première jumelle ouvrit les yeux. Ses bras frêles s'agitèrent. Elle pleura, d'abord faiblement, puis plus fort, tirant sa sœur hors de son sommeil. Leurs cris se mêlèrent au fracas de l'orage, perçant la nuit de leur détresse nue. Mais personne n'entendit. Ou du moins, c'est ce que l'on aurait cru. À quelques rues de là, une silhouette errait sous la pluie. Ses vêtements étaient en lambeaux, son châle troué, ses pieds nus traînaient dans la boue. Elle parlait seule, chantait parfois des bouts de chansons que personne ne comprenait. On l'appelait Mama Folie, la folle du quartier. Chaque soir, elle fouillait les poubelles à la recherche de restes ou de trésors abandonnés, une boîte de conserve, un vieux tissu, parfois une chaussure sans lacet. Ce soir-là, guidée par une intuition étrange, elle prit la ruelle de la grande benne verte. Elle s'arrêta. Elle avait entendu quelque chose. Un cri. Non, 2. Elle s'approcha, le cœur battant, puis souleva le couvercle de la poubelle. Ses yeux écarquillés rencontrèrent 2 visages ruisselants de larmes, 2 petits êtres trempés, hurlant leur terreur au monde. Elle resta figée. Puis, lentement, elle tendit les bras. Chut! Mes étoiles. Mes bébés tombés du ciel. Sa voix tremblait, rauque mais douce. Elle les prit contre elle, les couvrit du châle troué, puis s'en alla sans un mot, courbée sous le vent, emportant avec elle ses 2 vies arrachées à l'oubli. Pendant ce temps,
Esther roulait dans un bus qui s'éloignait de sa vie passée. La pluie tapait contre les vitres. Elle regardait sans voir. Son esprit, vidé par la décision, commençait à se construire une nouvelle réalité. Je vais reprendre ma vie, danser, séduire, gagner de l'argent, redevenir la femme que j'étais. Mais au fond d'elle-même, une petite voix ne se taisait pas, et si quelqu'un les trouve? Et si elles survivent? Et si tu n'étais pas aussi libre que tu le crois? Elle se força à l'ignorer. Mais les décisions les plus cruelles laissent toujours une trace. Le toit de tôle ondulé vibrait sous les assauts de la pluie. Des flaques se formaient dans les coins de la petite cabane faite de briques et de brocs, adossée à l'arrière d'une maison abandonnée. L'intérieur sentait la terre, le moisi, et un peu la cendre humide. C'était là que Mama Folie vivait, seule, entourée de bouteilles vides, de sacs plastiques colorés, et d'objets qu'elle considérait comme précieux, un vieux peigne cassé, une radio morte, un miroir sans teint. Elle posa les deux bébés sur un tissu déchiré, devant un petit feu vacillant qu'elle entretenait avec des bouts de bois et des pages de journaux. Elle ôta son châle mouillé et le suspendit sur une corde tendue au plafond. Puis, elle regarda les petites, tremblantes et affamées. « Attendez, attendez mes anges, maman va chercher quelque chose. » Elle fouilla dans un vieux seau, en sortit une boîte de lait en poudre presque vide. C'était un don de l'église d'il y a plusieurs mois. Elle versa un peu de poudre dans une bouteille ébréchée, ajouta de l'eau réchauffée sur le feu et agita maladroitement le tout. L'une des jumelles tétait goulûment. L'autre pleurait encore, ses yeux grands ouverts sur ce monde étrange, sale et chaud, mais vivant. Mama Folie s'assit et les observa longuement. « Vous êtes venus du ciel. »« C'est sûr. Ce monde est fou, mais vous, vous êtes purs. Moi je suis folle, mais vous, vous êtes l'espoir. » Et ainsi, dans cette cabane délabrée, deux enfants condamnés par leur propre mère trouvaient un abri, un souffle de chaleur, un amour brut et désordonné, mais sincère. Au petit matin, la pluie s'était tue. Le ciel, d'un gris laiteux, se découpait sur les toits du quartier. À quelques rues de là, Monsieur Sam, propriétaire d'un petit kiosque à journaux, arrangeait ses piles de revues. C'était un homme réservé, au regard triste. Il avait perdu ses propres enfants, deux jumeaux, 3 ans auparavant, dans un accident de voiture qui avait aussi emporté sa femme. Depuis, il vivait seul, parlant peu, observant beaucoup. Ce matin-là, il vit Mama Folie marcher dans la rue avec un paquet dans les bras. Il plissa les yeux. Encore un chiffon ou un chat blessé, pensa-t-il. Mais alors, il entendit un cri. Un cri de bébé. Il la suivit discrètement, intrigué. Lorsqu'il vit ce qu'elle transportait, il sentit son cœur s'arrêter. 2 bébés. 2 jumelles. Un frisson le traversa. Était-ce un signe? Une illusion? Une punition? Une seconde chance? Il se promit de revenir. La pluie avait cessé depuis quelques heures, laissant derrière elle une ville grise et saturée d'humidité. La boue s'accrochait au trottoir comme des traces de souffrance tenace. Dans les ruelles de ce quartier oublié, on évitait de trop parler à Mama Folie. On l'appelait par dérision, parfois avec peur, souvent avec mépris. Mais cette nuit-là, elle n'était pas une folle. Elle était une gardienne. Mama Folie s'était réveillée plusieurs fois pour vérifier que les bébés respiraient encore. Elle ne dormait jamais profondément, mais cette nuit, ses yeux n'avaient fait que scruter les ombres, guettant les moindres mouvements. Elle avait glissé un vieux parapluie déchiré au-dessus de leur couchage pour les protéger d'un éventuel retour de la pluie. Au matin, elle descendit vers la Mission, un petit centre caritatif où elle savait qu'on distribuait parfois du pain sec ou des médicaments jetés par les pharmacies. Elle portait les bébés contre elle, bien enveloppés dans un pagne qu'elle avait autrefois porté pour mendier. Aujourd'hui, ils servaient à protéger 2 vies. Des regards la suivirent. Des murmures se firent entendre. Qu'est-ce qu'elle trimballe là? Elle les a volés, c'est sûr. Une folle avec des enfants, c'est dangereux. Mais elle ne répondit pas. Elle leur parlait, à elle. Les 2 petites. Vous n'êtes pas à moi, mais vous m'avez trouvé. Ou peut-être que c'est moi qui vous ai trouvé. Je ne sais pas. Mais je vous garderai tant que je peux. Tant que mes bras seront forts. Devant la Mission, une jeune volontaire sortit pour donner à manger à ceux qui attendaient dehors.
Lorsqu'elle vit Mama Folie s'approcher avec les 2 bébés, elle s'arrêta net. Mama. Ce sont de vrais bébés? La vieille femme hocha la tête. Oui. Tombés du ciel. Dans une poubelle. Comme si elle n'était rien. L'infirmière voulut les prendre, mais Mama Folie recula. Pas encore. Pas tout de suite. Elle repartit. Un homme observait la scène à distance. Monsieur Samedi. Il avait tout vu. Depuis la veille, il avait suivi Mama Folie dans ses va-et-vient. La scène de la mission l'avait convaincu, ses enfants n'étaient pas nés pour mourir oubliés. Il rentra chez lui, tira une vieille boîte à chaussures de sous son lit. À l'intérieur, 2 bracelets d'hôpital, une mèche de cheveux, 2 photos en noir et blanc, une lettre déchirée. Il pleura longuement. Puis il prit une décision. Ce soir-là, il retrouva Mama Folie près de la gare désaffectée. Elle chantait à mi-voix, comme chaque soir, assise sur une caisse en bois, les 2 petites dormaient contre elle. Il s'approcha doucement. Mama. Je peux te parler? Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, il vit de la lucidité dans son regard. Tu veux les prendre? Il ne sut quoi répondre. Elles ont besoin de mieux que moi, dit-elle doucement. Mais elles ne doivent pas aller dans un orphelinat. Tu comprends? Pas là-bas. Là-bas, elles disparaîtront. Il hocha la tête. Je veux les élever. Comme les miennes. Elle le fixa longuement, puis, avec des gestes lents, lui tendit les bébés. Protège-les. Donne-leur un nom. Et dis-leur que leur première nuit sur Terre a été sauvée, par une folle. Cette nuit-là, dans une petite maison à l'entrée du quartier, 2 enfants furent baignés, habillés, nourris et couchés dans un vieux berceau repeint pour l'occasion. Lucie et Célestina. 2 noms choisis avec soin, Lumière et Céleste. 2 filles qui allaient renaître, loin des ombres de leur origine. Le matin suivant était limpide, presque irréel. Un vent tiède soufflait sur le quartier, chassant les dernières traces d'orage. Monsieur Sam se tenait dans sa petite cuisine, une marmite de bouillie sur le feu, les yeux fixés sur le vieux babyphone qu'il avait retrouvé au fond d'un placard. Dans la chambre, Lucie et Célestina dormaient dans un lit de fortune fait de coussins, d'un drap propre et d'un matelas cousu à la main. À côté, 2 peluches usées avaient été déposées, presque comme une bénédiction silencieuse. Monsieur Sam n'avait pas dormi. Toute la nuit, il les avait observés. Il écoutait leur respiration, ajustait leur couverture, apprenait à différencier leurs petits soupirs. Il avait oublié ce que c'était, cette peur douce d'un nouveau-né, cette fatigue précieuse qui rendait le silence lourd d'amour. Mais avec les pleurs du matin, les souvenirs revinrent. Les anciens pleurs, ceux de ses propres enfants. Et la douleur. Il avait cru ne jamais pouvoir aimer de nouveau. Mais maintenant? Ce ne sont pas mes filles par le sang, mais elles sont mes filles par choix, murmura-t-il en versant la bouillie dans 2 petites tasses. Dans la rue, les nouvelles circulaient déjà. Tu as entendu? Le veuf Sam a pris les bébés de la folle. Pourquoi il ferait ça? Il est seul, il a déjà perdu des enfants. Et si elles sont malades? Ou maudites, une mère qui les jette comme ça, c'est que quelque chose ne va pas. Les gens chuchotaient, observaient sa maison à travers les rideaux, le jugeaient. Mais Monsieur Sam, lui, avançait. Chaque jour, il les nourrissait, les changeait, chantait pour elles de sa voix cassée. Il les appelait mes étoiles. Et lentement, le vide dans son cœur se remplissait à nouveau. Quelques semaines plus tard, il se rendit à la mairie pour commencer les démarches d'adoption. L'agent administratif, un homme au crâne brillant et au regard sceptique, feuilleta les papiers, haussa un sourcil. Vous n'avez pas de lien de sang. Aucun papier médical. Pas de témoin fiable. C'est tout ce que j'ai, répondit Monsieur Sam en posant une photo de lui avec les 2 bébés dans ses bras. Mais je les aime. Elles sont en vie parce qu'une femme brisée les a trouvées. Et je continuerai ce qu'elle a commencé. Un long silence suivit. Puis, l'agent posa la plume. Je peux entamer un dossier. Ce sera long. Très long. Mais si vous êtes vraiment prêt à aller jusqu'au bout. Je le suis. Pour elle. Et ainsi, mois après mois, Lucie et Célestina grandirent.
Sous l'œil bienveillant d'un père adoptif qui, chaque jour, reconstruisait un foyer avec patience. Il leur fabriqua des jouets avec du bois. Leur inventa des berceuses. Leur lut des contes, même quand l'électricité était coupée. Elles rirent avant de marcher. Elles dirent « papa » avant de savoir épeler leur nom. Et dans chaque éclat de rire, Sam entendait l'écho de ce qu'il croyait à jamais perdu. Les années passèrent comme un souffle prolongé. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, comme si le temps lui-même avait décidé de ne pas s'arrêter. Le petit quartier changeait. Les murs s'effritaient, les enfants devenaient adolescents, certains habitants partaient, d'autres arrivaient. Mais dans cette vieille maison couleur sable, une chose restait inébranlable, l'amour de Monsieur Sam pour ses filles. Lucie et Célestina étaient maintenant des adolescentes pleines de vie. Elles partageaient tout, les jeux, les livres, les confidences. Pourtant, dès leurs premières années, une différence s'était dessinée. Lucie, l'aînée de quelques minutes, était vive, charismatique, toujours prête à défendre sa sœur ou à mener la danse dans les jeux de quartier. Célestina, plus posée, plus rêveuse, préférait l'observation au tumulte, l'écoute au bruit. Vous êtes comme le soleil et la lune, disait souvent Monsieur Samedi, toujours ensemble, mais chacune dans son ciel. Il leur avait tout appris, lire, écrire, compter, et respecter. Ils n'avaient pas grand-chose, mais les filles ne manquaient jamais de rien d'essentiel, sécurité, rire, amour. Elles allaient à l'école du quartier, vendaient des fruits au marché le samedi pour aider leur père, et le dimanche, elles allaient à l'église avec lui, leurs robes toujours impeccablement repassées. Mais parfois, en silence, Célestina posait des questions. « Papa, pourquoi je ne te ressemble pas ? » « Tu me ressembles là où ça compte, » répondait Monsieur Sam en posant sa main sur sa poitrine. Ici, elle souriait, mais la question restait. Elle ne savait pas encore que le passé, quand on ne le connaît pas, se transforme souvent en murmure persistant. Un soir, en fouillant dans un vieux tiroir, Lucie découvrit une petite boîte en métal rouillé. Dedans, il y avait 2 petits bracelets d'hôpital, sans nom. Et une photo d'elle, toute petite, enveloppée dans un tissu déchiré. Elle alla voir son père. « C'est nous, hein ?» Il resta silencieux. « Dis-moi la vérité, papa. Est-ce que tu es vraiment notre père ?» Monsieur Sam se leva lentement, s'approcha de la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Il resta longuement silencieux, puis se retourna. « Non. Mais je suis l'homme qui vous a choisi. Et je n'ai jamais cessé d'être là. Pas une seule fois. » Lucie sentit sa gorge se serrer. « Alors pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ? » ?»« Parce que je ne voulais pas que votre vie commence par l'abandon. Je voulais que votre vie commence par l'amour. » Célestina s'était approchée en silence. Elle saisit la main de son père, la serra fort. « Et c'est ça notre vraie naissance, papa. » À partir de ce jour, les jumelles surent que leur histoire n'était pas tout à fait comme celle des autres. Mais elles portèrent cette vérité non pas comme un fardeau, mais comme une source de force. Elles décidèrent qu'un jour, elles retrouveraient celle qui les avait mises au monde. Non pas pour se venger, mais pour comprendre. Car l'amour qu'elles avaient reçu leur avait appris le plus grand secret de la vie, ce n'est pas toujours l'origine qui définit ce que l'on est, c'est le chemin que l'on décide d'emprunter. Le marché de la place Huan était en effervescence. Dès les premières lueurs du jour, les cris des vendeurs, les odeurs de mangue mûre, de papaye, de citron vert et d'épices s'entremêlaient pour former une mélodie familière, chaude, vivante. Au milieu de cette cacophonie joyeuse, Lucie et Célestina, devenues 2 jeunes femmes d'une beauté éclatante et simple, étaient connues de tous. On les appelait les filles du soleil. Non seulement parce qu'elles vendaient les fruits les plus sucrés et juteux du quartier, mais surtout parce qu'elles rayonnaient. Leur étal était propre, fleuri, décoré avec soin. Chaque matin, elles nettoyaient, souriaient, plaisantaient avec les clients. Leur complicité attirait l'attention. Si elles se présentent aux élections du quartier, même les papayes voteront pour elles, disait un vieux vendeur de gingembre. En quelques années, elles étaient passées d'un petit panier posé sur une caisse en bois, à une entreprise florissante. Elles avaient lancé une gamme de jus pressés, de confitures artisanales, et même une petite livraison à domicile en triporteur. Mais plus encore que leur succès économique, ce qui inspirait les gens, c'était leur cœur. Elles offraient des fruits aux enfants des rues.
Elle prenait le temps de discuter avec les vieilles dames isolées. Elles avaient même installé une petite bibliothèque improvisée derrière leur stand, avec des livres offerts et un banc pour lire. Notre Père nous a donné un avenir, disait souvent Célestina. À nous de le rendre utile. Pourtant, malgré cette vie remplie, une ombre persistait. Un jour, alors qu'elle revenait d'un marché de gros à la périphérie de la ville, Lucie s'arrêta devant un hôpital désaffecté. Ses yeux s'attardèrent sur le portail rouillé. « J'ai rêvé de cet endroit, tu sais. »« Rêvé ?» demanda Célestina. « Oui. Plusieurs fois. Des bébés. Une pluie. Un container vert. C'est fou, mais, je sens que quelque chose de notre histoire est lié à ce genre de lieu. » Célestina hocha la tête. « Et si, notre vraie mère était toujours vivante ?» Silence. « Et si elle voulait nous retrouver ?» Lucie ferma les yeux. Ou si elle ne voulait pas? Elles n'en parlèrent plus pendant plusieurs semaines. Le travail accaparait leur journée. Mais au fond d'elles, une curiosité douloureuse prenait racine. Un jour, elles organisèrent un événement dans leur quartier, une fête du fruit. De nombreux habitants vinrent, et les jumelles offrirent des boissons, des paniers garnis, et un discours sur l'importance de croire en soi. Au milieu de la foule, une femme maigre, à la peau abîmée, au regard perdu, s'approcha timidement de leur stand. « Est-ce que vous donnez des mangues ?»« Juste une. »« Je n'ai rien mangé. » Lucie lui tendit un panier. « Bien sûr, maman. Prenez ce que vous voulez. » La femme trembla. Elle leva les yeux vers elle. Quelque chose dans ce visage, ce regard, la frappa. Célestina la fixait aussi, figée. Et quelque part, le passé se réveilla. La femme tenait le panier de fruits dans ses mains tremblantes. Sa peau, parcheminée par la maladie et le soleil, semblait collée aux os. Elle portait un vieux foulard noué maladroitement sur ses cheveux clairsemés, et sa barbe grise, fine mais visible, lui donnait une allure étrange, presque irréelle. Ses yeux, en revanche, racontaient une histoire trop lourde pour être dite. Lucie sentit une pression dans sa poitrine, inexplicable. Célestina, elle, recula d'un pas, troublée. « Maman, tout va bien ? » « Vous voulez de l'eau aussi ?» demanda Lucie. La femme releva lentement la tête, croisa leurs regards, et resta figée. « Vous avez les mêmes yeux. »« Pardon ?» demanda Célestina, doucement. « Non, ce n'est pas possible. » Elle chancela. « Vous êtes née sous la pluie, un soir, dans un container. » Le monde sembla s'arrêter. Lucie sentit le sang quitter son visage. Célestina s'approcha, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» La femme porta une main à sa bouche, comme si les mots s'étaient échappés malgré elle. « Non, je ne voulais pas, je ne pensais pas, que vous auriez survécu. » Le silence devint oppressant. Les gens autour s'éloignaient, devinant sans comprendre que quelque chose de grave se jouait. « Vous êtes notre mère ?» demanda Lucie, la voix blanche. La femme tomba à genoux. J'étais jeune, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas mourir avec vous. Je vous ai abandonné, et chaque nuit depuis, j'entends vos pleurs. Célestina s'approcha lentement, s'agenouilla à son tour. Elle posa une main hésitante sur l'épaule osseuse de cette femme détruite. Pourquoi maintenant? J'ai tout perdu. Ma santé. Mon argent. Mon orgueil. Il ne me reste que le regret. Lucie se tenait debout, immobile. Une larme roula sur sa joue. Elle regardait cette femme qui les avait laissés mourir, mais qui, aujourd'hui, les regardait non pas avec pitié, mais avec honte, douleur et amour brisé. Monsieur Sam, averti par un voisin, arriva en courant. Lorsqu'il vit la scène, il s'arrêta net. Elle est revenue. Esther leva les yeux. Elle reconnut cet homme. Celui qui les avait prises. Celui qui les avait sauvées. Elle baissa la tête. Vous les avez élevés. Vous les avez aimés. Je vous bénis, de tout ce qu'il me reste d'âme. Monsieur Sam s'approcha. Il posa une main sur l'épaule de Lucie. La vie choisit parfois des chemins qu'aucune logique ne peut expliquer. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire d'elle.
Lucie et Célestina se regardèrent. Longtemps. Puis Lucie dit, « Nous sommes ce que vous avez jeté, mais grâce à lui, nous avons appris à devenir ce qu'on choisit d'aimer. » Célestina compléta. « Et aujourd'hui, nous choisissons de vous écouter. Pas de vous condamner. » Esther éclata en sanglots. Pour la première fois, elle se sentit humaine à nouveau. Le petit salon de la maison de Monsieur Sam était silencieux. On y entendait le tic-tac d'une vieille horloge murale, et parfois, les cris d'enfants jouant dehors, comme un contraste cruel à ce qui se passait à l'intérieur. Esther était assise sur une chaise en bois, droite, les mains posées sur ses genoux, comme une élève attendant son jugement. Elle avait refusé de manger, refusé de boire. Sa gorge était serrée, mais pas de faim, de honte. Lucie, assise en face d'elle, tenait une tasse de thé à la menthe, qu'elle n'avait pas encore touchée. Célestina, assise à côté, gardait les bras croisés, le regard bas. Monsieur Sam se tenait près de la fenêtre, silencieux, témoin d'un moment qui ne lui appartenait pas, mais qui résonnait dans chaque fibre de son être. Enfin, Esther prit la parole. « Je ne vais pas me justifier. Je vais juste vous dire ce que j'aurais dû vous dire il y a 20 ans. » Sa voix était rauque, abîmée. « J'avais 17 ans quand je suis tombée enceinte. Votre père était plus âgé ? Un homme marié. Il m'a promis qu'il allait tout quitter. Il n'a rien quitté. Il m'a laissé. Et dans le ventre, vous étiez deux. » Elle ferma les yeux un instant. « Ma famille m'a rejetée. J'ai dormi dehors. Je mendiais. Quand vous êtes né, j'étais seule. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je devenais folle. J'ai cru que vous tuer me sauverait. » Silence. Mais après vous avoir déposé, j'ai su. Immédiatement. J'avais commis un meurtre. Même si vos cœurs battaient encore. Ce que j'avais fait était impardonnable. Lucie prit une longue inspiration. Puis demanda doucement. Pourquoi n'être jamais revenu plus tôt ? Esther sourit tristement. Parce que j'étais lâche. Parce que j'avais peur que vous soyez morte, et que si vous étiez en vie, vous me haïriez. Elle regarda Célestina droit dans les yeux. Et maintenant, je sais que je vous ai perdu. Célestina, les yeux embués, murmura, non. Vous nous avez abandonnés. Mais ce n'est pas pareil. Perdre, c'est parfois involontaire. Vous avez choisi. Esther acquiesça, incapable de se défendre. Lucie posa enfin sa tasse. Il y a une chose que notre père adoptif nous a apprise. Ce n'est pas le sang qui crée une famille. C'est l'amour et le pardon. Alors, reprit Célestina, la gorge serrée, point si vous êtes prête à affronter les conséquences, à être honnête, à exister sans fuir, nous ne vous rejetterons pas. Esther éclata en sanglots, se penchant jusqu'au sol, front contre les carreaux. Pardonnez-moi. Monsieur Sam s'approcha et posa une main sur son épaule. Vous êtes venu au bon moment. Il y a toujours un moment. Tant qu'on vit. Et dans ce salon modeste, une scène miraculeuse prit place, une mère déchue retrouvant ses filles, non dans la joie, mais dans la vérité nue, larme contre larme, cicatrice contre bras ouverts. Le lit d'hôpital était simple. Une pièce blanche, sans décor, à l'odeur de désinfectant et de faim imminente. Esther était allongée là, le visage creusé, la respiration difficile. Le médecin avait dit qu'il ne lui restait que quelques jours, peut-être quelques heures. Mais ses yeux, eux, n'avaient jamais été aussi clairs. À son chevet, Lucie et Célestina tenaient chacune une de ses mains. Monsieur Sam se tenait près de la porte, les bras croisés, silencieux, veillant encore une fois sur celle qu'il appelait ses filles. Esther parla faiblement. « Je ne mérite pas ce que vous m'offrez, mais je le reçois comme un don sacré. » Lucie sourit à travers ses larmes. Le pardon, ce n'est pas pour ceux qui le méritent. C'est pour ceux qui en ont besoin. Célestina se pencha et lui murmura, « Nous n'avons jamais su d'où nous venions. Mais maintenant, nous savons où nous allons. Grâce à toi. À ton erreur, mais surtout à ton retour. » Esther serra leurs mains une dernière fois, son souffle s'apaisa. Puis, dans un soupir, elle dit, « J'ai abandonné mes enfants. Mais mes enfants m'ont ramené à la vie. » Et elle s'éteignit. En paix.
Quelques mois plus tard, un petit jardin fut planté derrière la maison. 2 arbres fruitiers, un citronnier et un manguier, l'un pour Lucie, l'autre pour Célestina, avec au centre une petite pierre gravée. À Esther, qui a choisi l'oubli, mais a retrouvé l'amour. Le commerce des jumelles prospérait plus que jamais. Elles avaient fondé une coopérative pour les femmes seules du quartier. Monsieur Sam, maintenant vieilli, passait ses journées assis sous le porche, à regarder les enfants jouer. Et parfois, quand il observait Lucie et Célestina rire ensemble, il fermait les yeux, et dans son cœur, il entendait 2 tout petits bébés pleurer, puis rire. Le passé n'avait pas disparu. Il s'était transformé. Le mal peut faire naître la souffrance, mais seul l'amour, même brisé, même tardif, a le pouvoir de tout réparer. Car tant qu'il y a un cœur qui bat, il reste une dernière chance de pardonner.